Salut à tous, bienvenue sur Révolution énergétique. Aujourd'hui, on vous fait découvrir un système de stockage d'électricité hyper rare, c'est le volant d'inertie. Allez, c'est parti! Nous sommes à Belfort dans le laboratoire d'Energiestro qui développe et conçoit donc des volants d'inertie. Et donc je suis avec monsieur Genesio, bonjour, de nous recevoir. Vous êtes donc le fondateur d'Energiestro et on se trouve donc derrière un volant d'inertie, en tout cas une partie du volant d'inertie. Et vous allez nous expliquer comment ça fonctionne, quel est le principe de fonctionnement, parce que finalement c'est un mode de stockage qui est très rarement utilisé dans le monde. Exactement. Donc bonjour. Voici un volant d'inertie que nous appelons VOS, pour volant de stockage solaire, car il a été spécialement conçu pour stocker de l'énergie solaire, c'est-à-dire stocker sur des cycles de 24 heures. On stocke dans la journée et on a de l'énergie disponible la nuit. Alors le principe du volant est très ancien, c'est de l'énergie cinétique qui est stockée, c'est-à-dire c'est l'énergie de la vitesse. Donc le principe c'est de le faire tourner le plus vite possible. Et on a un moteur électrique qui n'est pas visible ici, qui est monté sur cet arbre. Quand on a de l'énergie renouvelable, donc des panneaux solaires, ça peut être aussi de l'énergie éolienne, on l'envoie dans le moteur et le volant se met à accélérer. Il tourne de plus en plus vite et il accumule l'énergie. Et donc en périphérie, on peut atteindre des vitesses qui vont aller jusqu'à pratiquement 1000 km/h, la vitesse d'un avion. On va tout faire pour la garder le mieux possible, avec le moins de pertes. Première chose, déjà, on va enlever l'air, donc ce volant va tourner dans un vide relatif. Ensuite, on va minimiser les pertes à tous les niveaux. Au niveau des roulements, on va mettre une suspension magnétique pour que les roulements n'aient pas trop de charge et donc pas trop de frottement. Et pour récupérer l'énergie, on fait le processus inverse. Le moteur va devenir un frein, il va freiner le volant. Le volant va ralentir et en même temps, de l'électricité va être générée dans le moteur et va être renvoyée vers le réseau et l'utilisateur. Et de quoi est composé du coup ce volant? On voit du béton, notamment, principalement, c'est ça? Exactement. Alors nous avons travaillé sur la matière parce que les volants d'inertie qui existent depuis très longtemps sont faits avec des matériaux comme l'acier, très résistant, ou la fibre de carbone. Mais ce sont des matériaux qui sont vraiment chers. Et donc, si on veut stocker des très grosses quantités d'énergie, ça n'est pas du tout rentable. C'est beaucoup plus cher que des batteries. Et donc, nous avons imaginé un volant en béton précontraint. Alors, le béton, on le voit, il fait 90% de la masse, c'est sur le dessus. Et notre innovation, c'est de comprimer le béton avant de faire tourner le volant. Pourquoi? Parce que le béton est un matériau qui ne fonctionne qu'en compression. Et un volant est un produit qui ne fonctionne qu'en traction. Quand on le fait tourner, la force centrifuge tend à le faire éclater. Donc un volant en béton tout seul ne fonctionnerait pas. Et donc l'idée, c'est de comprimer le béton avant de le faire tourner avec un enroulement de fibre de verre que l'on voit ici, qui est tendu avec une tension très très élevée. On en met une bonne couche, mais la fibre de verre ne représente qu'une petite fraction. On a 90% de la masse, c'est du béton. Et donc, quand on a comprimé le béton, on peut le faire tourner à grande vitesse. Il reste comprimé, simplement. La force centrifuge va diminuer la compression. On s'arrête quand la compression devient presque zéro. Donc, ce qui est important, c'est que le béton est toujours comprimé. Et ça assure des durées de vie qui sont quasiment illimitées. Nous, on a dimensionné et validé le fonctionnement pour 1 million de cycles, ce qui est évidemment très supérieur à ce que demandent les clients, puisque si on fait un cycle par jour, 1 million de cycles, c'est 3000 ans. Nous allons le garantir 30 ans, ce qui est déjà beaucoup. C'est la durée de vie des parcs solaires et des panneaux photovoltaïques. Pour faire cet enroulement, vous avez une machine spéciale qui est juste derrière. Est-ce qu'on peut aller la voir? Tout à fait. Donc c'est une machine que vous avez développée en Internet, c'est ça? Exactement. En fait, nous avons pris contact avec les fabricants de machines d'enroulement qui enroulent de la fibre de verre. Et ces gens-là ont essayé de faire des volants selon nos spécifications et n'ont pas réussi parce qu'il est très très difficile de tirer sur la fibre de verre. C'est un matériau fragile. Si on tire un peu fort, elle se casse. Et donc, nous avons développé et même pris un brevet sur une manière de tirer très très fort sur une fibre de verre avant de l'enrouler. Et donc, ce qui est décrit dans notre brevet, ça a été réalisé dans cette machine. On utilise une série de rouleaux ici qui sont... Donc là, c'est la fibre de verre qu'on voit? Voilà, ça c'est de la fibre de verre.
Donc ce sont des filaments ultra fins de quelques microns. D'accord. On les fait passer sur ces rouleaux. Il y a un moteur ici qui est un frein qui va les retenir, un peu comme le tir à la corde. On a un moteur ici qui enroule la fibre de verre. Ici, un moteur qui retient la fibre de verre. Donc à la fin, la fibre de verre est enroulée, mais très très tendue. Et en utilisant des roulettes avec des diamètres très légèrement différents, on arrive à tendre la fibre de verre selon un programme très prédéfini et surtout qu'elle ne casse pas en arrivant sur le volant. Donc là, on voit un volant brut, c'est-à-dire c'est uniquement le cylindre en béton. Voilà, ça c'est brut de moulage. Et c'est quoi comme qualité de béton? On dirait simplement un pylône de bâtiment. Ce sont des bétons haute performance. D'accord. Ça n'est pas le béton le plus résistant qu'on sait faire parce que ces bétons-là sont trop chers, mais ce sont des bétons qui sont, je dirais, au maximum de ce qu'on peut faire avec des bétons classiques. Et c'est pas du béton armé, il n'y a pas de structure métallique à l'intérieur? Il n'y a rien. Il y a quand même l'arbre central parce qu'ensuite, on va mettre des roulements. Et donc ça, il nous faut un arbre en acier pour les roulements. Et on a quel poids là, uniquement en comptant le béton brut? Alors le béton seul fait à peu près 2,7 tonnes. D'accord. On vient rajouter 300 kg de fibre de verre. Et on ne compte pas l'arbre en acier qui doit peser une trentaine de kilos. Là, on se trouve au sommet d'un volant qui est donc couché dans sa boîte de transport. Et on voit des petits cylindres. Et ils ont un rôle très très particulier que vous allez nous expliquer. Exactement. Ces cylindres servent à l'équilibrage. Donc quand on fait un volant en béton et avec de la fibre de verre autour, on n'a pas quelque chose qui est parfaitement homogène, un peu comme un pneu, hein, avec des matériaux élastiques et fibreux. Et donc on est obligé de passer par cette étape-là. Et donc on met le volant sur une machine d'équilibrage qui est juste à côté. On peut la voir là-bas. Et donc on le fait tourner, on mesure les efforts sur chacun des paliers. Et un calculateur nous dit voilà les masses à rajouter à des emplacements précis. Et ensuite, on fait un deuxième tour pour vérifier que les efforts ont disparu. Ça paraît dérisoire par rapport à la masse de béton qui est installée. On a quel poids là Alors pour un volant de 3 tonnes, on doit mettre en tout 3 kg de masse de correction, ce qui veut dire qu'au départ, on a un volant qui est déjà très précis au niveau du béton et très homogène au niveau de l'enroulement de fibres de verre. Alors ensuite, le volant est mis dans un carter étanche parce qu'il faut pouvoir faire le vide. Et donc ici, on a un carter étanche avec son couvercle et donc un volant en béton à l'intérieur. Et donc on a une pompe à vide qui aspire l'air et qui permet de faire le vide. Et sur le dessus, on met tous les composants qui servent à faire fonctionner le volant. Donc évidemment la pompe à vide. On a aussi un circuit de refroidissement pour que le système puisse fonctionner même quand il fait très chaud ou très froid. Et donc évacuer les calories. On en a très peu puisqu'on a quand même un très haut rendement. On a aussi un système de lubrification pour les roulements. On a l'électronique de pilotage et l'électronique de conversion puisqu'on a des onduleurs pour convertir entre le moteur jusqu'au secteur. Voilà. Et ensuite, l'ensemble est recouvert par un capot qui lui-même est en béton pour pouvoir être mis à l'extérieur avec une durée de vie de 30 ans aussi. Donc ce qu'on voit ici, c'est ce que vous mettez dans les fosses sous terre. Exactement. Tel quel. Et donc la partie, le cylindre, il occupe quelle partie? Le cylindre doit arriver à peu près à ce niveau-là. D'accord. Et il va être enterré à peu près à ce niveau-là. Donc le volant qui stocke l'énergie est bien en dessous du niveau du sol. Et ça, c'est dans le but de garantir la sécurité. C'est-à-dire que s'il se passe quelque chose, un volant, l'énergie ne va pas partir dans tous les sens, elle va partir dans le plan horizontal et donc on aura une grosse épaisseur de terre pour absorber tout ce qui va être projeté. Et donc, on va pouvoir garantir la sécurité. Dans ce qu'on voit ici, il y a quelle quantité d'électricité qui est stockable? Alors, ces volants-là, c'est une taille de 10 kWh. C'est à peu près la taille qui va permettre à une maison d'être autonome les jours où il y a du soleil. C'est ce que consomme une maison, on va dire, du coucher du soleil au lever du soleil. On peut se poser la question, 10 kWh dans un volume aussi grand et surtout dans 6 tonnes, ça fait une densité énergétique qui n'est pas très élevée par rapport aux batteries notamment. Quels vont être les usages des volants d'inertie par rapport aux batteries par exemple? Alors clairement, les usages qui nécessitent une forte densité ne sont pas accessibles aux volants. Ça a déjà été essayé dans l'automobile par exemple. Les volants, si on veut les sécuriser, demandent beaucoup de place.
Donc notre objectif, nous, c'est les gens qui cherchent à baisser le coût du stockage. Clairement, les électriciens qui ont des grandes centrales photovoltaïques ou des parcs éoliens qui ont de l'intermittence, ils cherchent des solutions pour avoir de l'énergie renouvelable tout le temps. Et là, effectivement, le volant est une bonne réponse parce que les batteries permettent de le faire aussi, comme les volants, mais à un prix beaucoup plus élevé parce que leur durée de vie, elle est relativement courte actuellement. Et ils ont beaucoup de mal, les fabricants de batteries, à garantir des batteries 30 ans. Pour l'instant, ça n'existe pas. Nous allons pouvoir garantir des volants 30 ans. On va aller voir dehors à quoi ça ressemble une fois que c'est installé, hein, on peut dire une version commerciale des volants d'inertie. Au final, on va le voir, ça ressemble pas à grand-chose, ça ressemble simplement à une sorte de regard presque pour les égouts. Et on arrive devant un peu le site prototype, hein, c'est l'endroit où vous testez dans quel... Exactement, on a 2 puits d'essai. Donc l'un qui est bouché par un couvercle. D'accord. Et l'autre ici, on a le tout premier VOS qui est en essai. Alors j'ose pas monter dessus parce que vous m'avez expliqué qu'en cas de défaillance, c'est pas encore arrivé, espérons que ça n'arrive jamais, mais il peut y avoir une projection. Exactement. Le concept de sécurité, c'est qu'on entoure le volant avec à peu près 1 mètre de matériaux. Et ces matériaux vont absorber toute l'énergie cinétique du volant. Donc ces matériaux vont être projetés, un peu comme les démineurs qui mettent du sable ou de l'eau sur des explosifs avant de les faire détonner. Donc on a une projection de matériaux pulvérulents, donc de sable ou de cailloux, mais on n'aura pas des très gros morceaux dangereux qui vont être projetés loin. C'est le principe de sécurité que nous avons adopté. Et on va être, je dirais, presque les seuls à proposer une solution de sécurité pour du stockage. Les autres proposent des stockages, ils essayent de les rendre les plus sûrs possibles, mais il n'empêche qu'ils ont quand même des accidents de temps à autre et ils ne peuvent pas ou ils ne savent pas comment les sécuriser, alors que nous, on a vraiment une solution où ça va être sécurisé. En fonctionnement, ça fait quel bruit? Est-ce que ça vibre? Est-ce que ça se voit quand le volant est en fonctionnement? Alors celui-là est en fonctionnement. Celui de droite là du coup? Voilà, celui-ci. Okay, d'accord. Donc ce qu'on entend, c'est tout simplement les ventilateurs, puisqu'on a un circuit de refroidissement liquide avec un petit ventilateur. On l'entend à peine, hein. Ici on est dans une zone résidentielle, mais à 20 ou 30 mètres, les maisons n'entendront strictement rien. Et en fonctionnement normal, normalement il n'y a pas les ventilateurs, et on a même prévu pour les déserts où il fait très très chaud, un fonctionnement par géothermie, un refroidissement par géothermie. Et là, ça sera totalement silencieux. Et puis sinon, un volant, ça vibre un petit peu. Il y a des systèmes d'absorption des vibrations. Donc on aura sûrement un léger, on appelle ça un hum en anglais. C'est le même bruit que les transformateurs, hein, donc vers une centaine de hertz. Un très léger bourdonnement, mais qui n'est pas du tout audible dans les conditions normales. Où est-ce qu'on pourra voir ces installations-là? Ça sera plus à proximité de centrales solaires, de parcs éoliens, de sites industriels? Exactement. Les premiers ont été commandés par Engie qui va en installer 4 sur le parc Thémis dans les Pyrénées, à côté d'un parc solaire innovant. Les suivants vont être chez Voltalia en Guyane, là encore à côté d'un parc solaire. Donc pour l'instant, c'est une technologie qui est plutôt à destination des professionnels de l'énergie solaire sur des grands parcs. Mais on a une énorme demande de particuliers qui voudraient avoir un volant dans leur jardin. Donc ça, c'est pas pour tout de suite. Déjà, il faut qu'on ait des versions en 220 volts monophasées. Actuellement, c'est du 400 triphasé. Donc ça suppose de développer un nouvel onduleur. Et aussi d'être absolument sûr de la sécurité. Donc il faudra qu'on ait fait les crash tests, comme dans l'automobile, pour vérifier que le concept de sécurité fonctionne dans la réalité. Là, le stockage, on l'a vu, c'est 10 kWh maximum pour ce modèle-là. Ouais. Et en termes de puissance d'entrée et de sortie, on est sur quel niveau? Alors ce modèle-là, c'est un modèle de 10 kW. Donc c'est un modèle très puissant. Il peut se charger ou se décharger en 1 heure. Ça, c'est pour répondre au cahier des charges de Voltalia, donc de la CRE, qui demande que les gens qui mettent des parcs solaires sur des petits réseaux puissent, en cas de coupure, par exemple quand des nuages arrivent et arrêtent la production photovoltaïque, il faut être capable de prendre le relais pendant 1 heure. Engie veut faire de la régulation de fréquence du réseau. Donc là encore, il faut des volants très puissants. Donc des volants qui vont pouvoir mettre toute leur puissance pendant 1 heure dans un sens ou dans l'autre.
En série, pour le stockage sur 24 heures, on aura des volants qui seront beaucoup moins puissants. Et donc, ça va beaucoup réduire le coût puisque le moteur et l'onduleur seront beaucoup plus petits. Et à quel prix catalogue, on va dire? Là, j'imagine que, comme vous êtes en train encore de développer ces volants, le prix n'est pas représentatif, mais à terme, vous visez quel prix catalogue pour un volant de 10 kWh? Alors, l'objectif de prix, c'est d'être très en dessous de 10 000 € en prix de vente installé. Et on estime qu'en grande série, on pourrait arriver à 5 000 €, c'est-à-dire moins cher que des batteries lithium. Ok, donc par rapport à des batteries lithium, vous visez d'être moins cher? Ah oui, c'est clairement le but. Et même si on n'est pas moins cher, ça n'est pas grave parce que nous allons proposer une garantie de 30 ans. Là où une batterie lithium, en général, ne dépasse pas 10 ans. Donc sur 30 ans, on va mettre 3 batteries lithium, un seul volant. Donc si on est au même prix que les batteries, on sera quand même 3 fois moins cher. Au-delà de la longévité, il y a d'autres avantages par rapport à la batterie. Alors je parle que de la batterie parce que c'est le système le plus populaire actuellement. C'est vrai. Mais par rapport à tous les autres systèmes de stockage qui existent, quels sont les avantages du volant d'inertie? Alors le volant d'inertie, c'est un stockage à très haut rendement. On espère arriver à plus de 80% entre l'énergie qui aura été stockée et restituée. C'est le même niveau que les batteries lithium. C'est ce qui se fait de mieux. Il n'y a pas de stockage à 99% pour l'instant. Mais les autres stockages, les barrages hydroélectriques sont plutôt à 70%, l'air comprimé à 50% et l'hydrogène à 30% seulement. Donc on est dans le haut, on est au même niveau que les batteries lithium, donc ça c'est quand même très bon. Ensuite la durée de vie, évidemment très très bonne, et le coût évidemment de stockage. Et puis quelque chose d'important, c'est l'analyse complète du cycle de vie. Alors c'est quelque chose qu'on a fait dès le début parce que les gens pensaient au début qu'avec le béton ça allait être mauvais. Et contrairement à ce qu'ils pensaient, on est très très bon. Tout compris, on est à 10 grammes par kilowattheure d'électricité fournie, là où les batteries sont plutôt à 40 grammes. On est 4 fois mieux que les batteries. C'est lié à la très grande durée de vie. Et puis le béton, ce n'est pas un matériau si mauvais que ça. Le béton, c'est un matériau qui émet du CO2 à la fabrication, mais 10 fois moins que l'acier par exemple. Et les gens critiquent beaucoup plus le béton que l'acier ou le verre, mais le béton et le verre émettent 10 fois plus de CO2 que le béton. Donc c'est un matériau qui n'est pas si mauvais que ça. Et surtout, c'est un matériau qui est très neutre vis-à-vis, il n'est pas toxique. Donc le béton à la fin, il est totalement recyclable. D'ailleurs, tout est recyclable, le verre, l'acier, ça se refond pour refaire du verre et de l'acier. Le béton, on le broie et on refait du béton avec le béton broyé. Donc en fait, on est sur des économies vraiment circulaires où à la fin, on peut recommencer à l'infini à réutiliser les matériaux. Donc à la fin, on n'aura pas des tas de déchets et ça, c'est quand même très très bon. Est-ce que vous pensez que le volant d'inertie il peut être utilisé en stockage de longue durée et de très grosse ampleur en concurrence des steppes par exemple, où sa vocation reste vraiment cantonné à des sites industriels, des petites centrales? Alors nous avons vraiment comme intention de faire des gros stockages dans des parcs avec, si possible, du photovoltaïque dans les déserts. Mais le volant a une limitation fondamentale, c'est la durée de stockage qui ne dépasse pas 24 heures. Pourquoi? Parce que c'est un stockage dynamique, il y a du mouvement. Donc quoi qu'on fasse, on a quand même des pertes. Et donc un volant, si on veut stocker une semaine, probablement qu'on n'y arrivera pas. Et si on veut stocker 2 jours, le rendement ne sera plus de 80%, mais peut-être de 50%. Donc on sera beaucoup moins performant, ça vaudra cher. Notre idée, c'est qu'il y a un stockage qui est tout à fait complémentaire des volants, c'est le stockage chimique. Alors ça commence à faire de l'hydrogène, mais ensuite il y a d'autres gens qui veulent faire d'autres molécules, ça peut être de l'essence synthétique, du méthane, du gaz. Il y a des gens aussi qui veulent faire de l'ammoniac. L'avantage du stockage chimique, c'est qu'une fois que vous avez mis votre produit chimique dans un réservoir, vous pouvez le garder une semaine, un mois ou un an. Si votre réservoir est étanche, vous avez l'énergie, il n'y a pas de perte. Et donc ça, c'est beaucoup plus performant que des volants, voire même des batteries qui ont des pertes. Et donc, ce que demande vraiment l'humanité, c'est un stockage d'énergie renouvelable sur 6 mois. Ce que fait la nature avec la biomasse, de stocker l'énergie solaire pour faire du bois ou de l'huile et pouvoir la brûler en hiver, parce que c'est en hiver qu'on consomme l'énergie. Et ça, c'est quelque chose où les volants peuvent aider, parce qu'actuellement, les gens qui font de l'hydrogène utilisent des électrolyseurs, mais ces électrolyseurs-là, ils ont besoin d'être alimentés 24 heures sur 24.
ce que ne permettent pas les panneaux solaires ou les éoliennes. Et donc en mettant des VOS à côté des panneaux solaires, là on va avoir une énergie lissée sur 24 heures. Les électrolyseurs pourront être 3 fois plus petits par rapport à la production des panneaux solaires en direct et fonctionner 24 heures sur 24. Donc là on va maximiser leur utilisation et on va diviser grosso modo par 3, voire plus, leur coût de revient. Donc c'est pour ça que nous sommes venus à Belfort, c'est pour être à côté de start-up de l'hydrogène pour essayer de faire du stockage d'hydrogène vert, enfin de la production d'hydrogène vert à des coûts qui soient économiques par rapport au marché de l'énergie. Et à quel horizon on va pouvoir espérer voir du coup des volants d'inertie en exploitation commerciale dans la rue, je ne sais pas, dans des centrales solaires? Alors nous ne sommes plus très loin de ça. Ce que vous voyez ici, c'est un volant bêta. Donc les bêta-tests, ce sont les prototypes qui sont testables par les clients. Donc les prochains vont aller, comme je l'ai dit, chez des grands de l'électricité. Et après, on estime qu'il faut 2 à 3 ans pour passer en série. Il faut quand même construire tout un outil industriel, donc il y a des gros investissements, du recrutement, trouver les locaux. Ce n'est pas des choses qui se font en quelques semaines ou quelques mois, il faut compter quelques années, mais on est au bout de quasiment 10 ans de développement, depuis l'idée initiale de faire un volant en béton. Et je dirais que le cycle complet prend un peu plus de 10 ans. Ce n'est pas anormal, les autres technologies, même les batteries lithium, entre l'idée au laboratoire et puis la production en série, ça a pris aussi une dizaine d'années. Merci beaucoup, Monsieur Genesio, de nous avoir fait découvrir donc, le concept du volant d'inertie, et d'autant plus dans une entreprise qui est française et installée en France. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Si vous l'avez aimé, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, bombardez les commentaires et abonnez-vous à notre chaîne YouTube. À très bientôt sur Révolution énergétique. Bye bye.